La rencontre d'Alan, William et Cœur, chapitre 8. Ben avait passé une bien mauvaise nuit. Malgré son épuisement, il n'avait dormi que par intermittence. Il n'avait cessé de se réveiller en sursaut, redoutant toujours de voir l'ombre massive du blaireau bloquer l'entrée du terrier. Une fois, il crut même entendre quelqu'un crier son nom, mais il eut beau tendre l'oreille ensuite, il ne perçut plus que des bourrasques de pluie et les roulements de tonnerre. Vers le milieu de la nuit, la bête était revenue. Elle était entrée dans le boyau jusqu'à mi-corps, de sorte que son museau et ses pattes de devant ne se trouvaient guère qu'à une trentaine de centimètres du garçon, et c'est sa respiration sifflante, accompagnée d'un gémissement bizarre, qui l'avait réveillé. Mais cette fois, l'enfant eut beaucoup moins peur. Il était plus en colère que vraiment effrayé. « Va-t'en, laisse-moi tranquille, dit-il à pleine voix. Qu'est-ce que tu veux, d'abord ? Je t'ai pris ton trou ? Tant pis pour toi. Je suis bien là. Va-t'en, tu m'entends ? Oust !» La mère blaireau se contenta de pencher la tête sur le côté en poussant une espèce de soupir. Et même lorsque Ben ramassa une poignée de terre boueuse pour la lui jeter, elle eut à peine un mouvement de recul et un grognement étouffé. Ben, immédiatement, reprit son grognement en écho, puis se mit à jacasser du fond de la gorge en imitant toutes les façons qu'il avait apprises lors de leur première rencontre. Un instant, elle sembla vouloir s'approcher, puis finalement elle partit à reculons et disparut à nouveau. La pluie tombait assez régulièrement, le tonnerre et les éclairs avaient cessé. Bientôt, la rigole se mit à couler par l'ouverture et Ben se pencha pour laper un peu d'eau. Mais elle était si pleine de boue qu'il eut un haut-le-cœur à la première gorgée. Alors il se tourna sur le côté et réussit à plier son bras pour y poser sa tête. Au bout d'un moment, il se rendormit. Dans la nuit, qui n'en finissait pas, son sommeil agité était entrecoupé de cris. Il appelait sa mère et gémissait. Une fois même, un rêve où il criait « Va-t'en !» le réveilla, mais le blaireau n'était pas là. Peu avant l'aube, il sombra enfin dans un sommeil profond, et ce n'est qu'après le lever du soleil qu'il se réveilla à nouveau. La pluie avait cessé, et, à travers l'ovale du trou, il aperçut le bleu du ciel, traversé de temps en temps par un petit nuage floconneux. Il tenta de bouger, et un gémissement lui échappa. Depuis si longtemps, dans la même position, tout son corps était ankylosé et courbattu. Il regarda ses mains, si incrustées de boue qu'il n'en voyait plus la peau, bâilla et sentit que son visage devait être dans le même état. Le souvenir des éléments de la nuit lui revint, et il frissonna. Est-ce que tout cela avait été un rêve ? Aurait-il imaginé ce blaireau qui avait tenté de le déloger de son refuge ? Il était apparu si réel, et pourtant il n'y avait plus aucun signe de l'animal. Il se rendit compte soudain qu'il avait très faim et très soif. De la terre crissait sous ses dents, et il avait un goût de boue dans la bouche. Il cracha à plusieurs reprises sans arriver à s'en débarrasser. Au bout de quelques minutes, il se mit à ramper vers la sortie du tunnel. Le fait d'être sans chaussures représentait maintenant un avantage. En pliant un peu les jambes et en plantant ses orteils dans la terre meuble, il arrivait à prendre appui derrière lui. En faisant la même chose avec les mains devant lui, il finit par se hisser lentement vers la surface. L'éclat du soleil matinal lui fit plisser les yeux lorsqu'il émergea du terrier, appuyé sur ses coudes. La large dalle en forme de cuvette qui se trouvait près de l'entrée s'était remplie d'eau de pluie. Il y en avait bien 5 litres, une eau claire et engageante sous les rayons obliques du soleil. Il y posa ses lèvres et but à même la surface, avidement, goulûment, avec des gargouillis et des hoquets de plaisir. Il releva la tête pour reprendre son souffle, rôta sans façon et se remit à boire. La boue collée à son visage troublait l'eau. Sur le point de plonger aussi les mains dans l'eau pour les laver, il se ravisa. Non, il valait mieux garder cette eau-là s'il avait encore soif avant de partir. Il se sentait tout fier d'avoir pensé à être si prévoyant. Il se hissa alors complètement hors du trou et fit à nouveau la moue en voyant l'état de ses vêtements. Chaussures envolées, chaussettes à moitié enlevées, pantalons déchirés, le tout saturé d'eau et imprégné de boue.
Son genou, écorché sous la déchirure du pantalon, était enduit de terre. Il y mit le bout du doigt avec précaution en faisant la grimace. Il ôta complètement ses chaussettes, les essora à 2 mains, puis les mit dans sa poche. Dans l'herbe autour de lui, des gouttes d'eau luisaient comme autant de diamants dans le soleil. Alors, se redressant, il marcha d'un pas raide vers un fourré d'herbe haute. En le traversant, les jambes de son pantalon et ses pieds nus furent débarrassés de la plus grosse couche de boue qui les couvrit. Il se mit à courir, puis s'arrêta. Il était à nouveau trempé, mais beaucoup moins crotté. Il se mit à genoux et avança dans les herbes saturées d'eau en ramant des 2 bras. Il était ravi de voir la boue de sa chemise se dissoudre au fur et à mesure. Lorsqu'il eut les mains propres, il se débarbouilla le visage. La boue lui fondait dans les mains. Il s'arrêta lorsqu'il se sentit propre, ce qui était en fait très relatif, car s'il avait les yeux, le nez, la bouche et les joues à peu près nettes, il lui restait autour de la figure une frange de crasse assez épaisse, de sorte qu'il ressemblait à un singe au visage nu encadré d'une toison douteuse. Son pantalon, qui bâillait aux genoux, le gênait. Alors il arracha la moitié déchirée qui pendait. Il se sentit mieux et voulut se débarrasser de l'autre jambe par souci de symétrie. Mais il n'avait rien pour entamer le tissu et ne réussit pas à le déchirer à main nue. Il en resta là. Puis il tenta, sans plus de succès, de peigner ses cheveux plâtrés de boue avec ses doigts. Il ne réussit guère qu'à se débarrasser des plus gros grumeaux et n'insista pas. Il avait soif à nouveau et se félicita de ne pas avoir pollué trop gravement l'eau de la vasque naturelle. Il y retourna et but encore à longs traits. Puis il s'assit par terre tout près et pour la première fois depuis son réveil, il essaya de faire le point. Il n'avait toujours aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Dans toutes les directions, la prairie déroulait ses étendues d'herbes hautes, ses collines toutes semblables, où les étangs éparses et les affleurements de rochers lui paraissaient presque tous identiques. Il tenta de se rappeler par où il était arrivé pendant l'orage, mais sa course échevelée pour échapper à la pluie et les heures de vagabondage qui l'avaient précédé l'avaient complètement désorienté. Il repensa au blaireau et ne fut pas loin de conclure qu'il avait tout simplement rêvé ses visites nocturnes, et pourtant cela lui avait paru si réel. Il avait encore dans l'oreille les grognements féroces de la bête sauvage et ses clapissements, sa respiration sifflante et ses gémissements. Avait-il vraiment pu rêver tout cela? Et si ce n'était pas un rêve, alors où était-elle passée? Pourquoi n'y avait-il pas de trace de la bête? Il balaya l'endroit des yeux et son regard revint se poser à l'entrée du terrier. Là, il y en avait. Avec un petit cri de surprise, il se mit à 4 pattes. Ici, là, et là encore. Entre les marques qu'avaient laissées ses mains et ses pieds, il distinguait les empreintes d'un animal, d'un gros animal. Elles faisaient presque 10 centimètres de long. On voyait bien les doigts au bout du pied et l'entaille profonde que chaque griffe avait faite dans la boue. Alors, ça n'avait pas été un rêve. Un blaireau était bien venu la nuit dernière, peut-être même ce matin pendant qu'il dormait, car autrement ses traces auraient été effacées par la pluie de la nuit. À nouveau, il regarda tout autour du terrier, avec plus d'attention cette fois-ci, mais à part un vol de carouge disparaissant en désordre derrière la plus proche colline, les environs semblaient déserts. L'entassement de rochers qui se trouvait à sa droite barrait sa vue de ce côté-là, et il en fit le tour pour voir derrière. Au sol poussaient des églantines, et il s'arrêta soudain pour cueillir 4 ou 5 boutons de ces roses sauvages que leur forme d'eau dure rendait appétissants. Il en mit un dans sa bouche et mâcha, fit la grimace et fut sur le point de le recracher, mais la faim l'emporta et il l'avala. Un par un, il mangea les autres, bien que de toute évidence, il ne les appréciait guère. Il revint au buisson d'églantines et en trouva 2 autres, qu'il goba aussitôt, mais tout cela était bien loin d'assouvir sa faim. Soudain, il entendit un bruit lointain, difficile à identifier, qui semblait venir de l'autre côté des rochers. Il s'avança, prudemment, à tout hasard,
et risqua un œil. Une vague d'émotion le submergea. Un cavalier, à moins de 500 mètres, arrivait de l'ouest. À cette distance, il n'aurait su dire qui c'était. Il eut envie de courir à la rencontre de l'homme en agitant les bras pour attirer son attention lorsque, au même instant, il aperçut le chien. C'était un grand corneau d'un gris jaunâtre, et il n'en connaissait qu'un seul qui eût cette allure. Il regarda encore. Oui, Lobo, le chien de George Burton. Il ne distinguait toujours pas la figure du cavalier, mais au fur et à mesure qu'il approchait, Ben comprit que l'ombre qui le masquait n'était pas celle du chapeau, mais la barbe noire et dense qui lui mangeait le visage. Aussitôt, instinctivement, il se mit à couvert. Sa haine du trappeur était telle qu'il en tremblait. L'homme se dirigeait droit vers lui et Ben, gagné par la méfiance et la peur, se mit à quatre pattes et se précipita vers l'entrée du terrier où, les pieds devant, il se glissa et disparut. Il attendit longtemps sans entendre le moindre bruit. Il en conclut que Burton avait dû obliquer dans une autre direction. Lentement, précautionneusement, il passa la tête hors du trou. Mais les herbes lui barraient la vue. Alors, les deux mains à plat, de chaque côté de l'ouverture, il se hissa un peu plus haut et se figea. Burton était à moins de 50 mètres, toujours sur son cheval, de profil, la main en visière sur le front, tandis qu'il observait les collines vertes à l'est. Lobo se tenait devant lui, en alerte, le museau dressé, la tête légèrement tournée vers Ben, comme si, pour une seconde, quelque brise vagabonde lui avait apporté l'odeur du petit garçon. Mais tout de suite, il se mit au repos, attendant patiemment que son maître reprenne son chemin. Ben replongea dans le trou, se frayant un passage jusqu'à ce que le boyau devienne trop étroit pour qu'il puisse continuer. Il resta là, paralysé, le cœur cognant si fort qu'il se demandait si le trappeur ou son chien ne finirait pas par l'entendre. Pendant un bon quart d'heure, il n'osa pas bouger, puis, un peu calmé, il rampa de nouveau jusqu'à la surface pour jeter un coup d'œil. Un soupir de soulagement lui échappa. Le cavalier et son cheval étaient maintenant loin dans le sud-est, déjà cachés par la crête d'une colline qu'il venait de franchir, le chien hors de vue. Ben, la tête au ras des herbes, attendit que la silhouette ait totalement disparu à l'horizon. Si Ben avait songé à se lancer dans la prairie à la recherche de sa maison, il y renonça catégoriquement tant il était sûr que Burton l'attraperait dès qu'il serait à découvert. Il n'essayait même pas d'imaginer quel mauvais traitement le trappeur aurait pu lui faire subir. Il avait simplement une peur panique du personnage et la certitude qu'il fallait éviter à tout prix que celui-ci le voie. Bénissant sa provision d'eau de pluie, l'enfant se pencha à nouveau pour voir dans la vasque, puis il s'étendit dans l'herbe de tout son long. Le soleil était chaud et il se sentait bien. La mauvaise nuit qu'il avait passée n'avait pu effacer l'épuisement de la journée précédente. Il était éreinté et somnola quelques minutes. Il rêva que Burton était revenu et le contemplait du haut de son cheval, la bouche fendue par un sourire diabolique, sa barbe hirsute encadrant ses dents jaunies. Il se réveilla en sursaut, tout tremblant, et replongea immédiatement dans le terrier, les pieds devant, jusqu'à ce que sa tête soit à un demi-mètre au-dessous de l'ouverture. Perclus de fatigue, il ferma les yeux. Cette fois-ci, il s'endormit profondément, d'un sommeil sans rêve. Il dormit 4 heures, et lorsqu'il se réveilla, la mère Blaireau était revenue. Elle était, en fait, en train de descendre dans le trou, tenant entre ses dents une poule sauvage à moitié dévorée. Ben hurla, et elle s'immobilisa, ouvrit sa bouche pour répondre par un grondement, et comme le corbeau dans la fable, laissa tomber sa proie qui roula vers l'enfant. Il attrapa l'oiseau par une patte et le tira vers lui. Le grondement de la mère Blaireau s'éteignit pour faire place à un gémissement sourd, curieux. Ben émit le même son, en écho, en regardant attentivement la bête. Bizarrement, maintenant qu'il faisait jour, il n'avait plus aussi peur d'elle.
Il regardait avec curiosité cette large tête rayée de blanc, ces yeux intelligents qu'il observait de très près et où il ne lisait aucun signe de peur, aucune intention agressive. Il n'y avait dans ce regard qu'un reflet de sa propre curiosité. La bête semblait intriguée par ce minuscule être humain qui occupait son terrier. Ben, à la lumière du jour, remarqua deux choses. La première était l'oreille droite du blaireau. Il sourit en voyant qu'elle portait une entaille profonde. « Alors, c'est bien toi ?» dit-il à voix basse. « Je t'ai donné à manger, tu te rappelles, les bébés souris ?» La bête, instinctivement, se remit à gronder faiblement au son de sa voix, tout en soufflant entre ses dents, mais elle penchait la tête de côté, comme intriguée par ces sonorités nouvelles. Elle s'approcha encore un peu, et c'est alors que Ben remarqua aussi que sa patte avant droite était déformée par une enflure énorme et amputée de 2 doigts. Il fronça les sourcils avec un grognement de sympathie. « Tu t'es blessé la patte, dit-il. Ça doit faire drôlement mal. Je me demande comment tu t'es fait ça. » La grosse bête inclina de nouveau la tête en jacassant à intervalles réguliers. Ben sourit, imita les sons qu'elle venait d'émettre, et son sourire s'agrandit lorsqu'il la vit pencher la tête de l'autre côté tout en le regardant. Il tendit alors la main pour la toucher, mais elle eut un mouvement de recul sans toutefois quitter le terrier. À part la poignée de boutons d'églantine qu'il avait mangé le matin, Ben avait l'estomac vide depuis le petit déjeuner du jour précédent. Il regarda les restes de l'oiseau qui avait roulé jusqu'à lui. Il n'y avait plus ni tête ni cou et la totalité des viscères avait été dévorée, ainsi qu'une partie d'un des flancs de la poule. Tout cela n'était guère appétissant, mais Ben avait trop faim. Il essaya de lui arracher une patte sans y arriver. Il eut beau la tordre dans tous les sens, il ne parvint même pas à disloquer l'articulation. Avec un grognement d'exaspération, il réussit à décoller la peau de la poitrine dodue, encore couverte de plumes. Il porta la carcasse à sa bouche et planta ses dents dans la chair élastique. Non sans mal, il arriva à en arracher une petite bouchée. Il se mit à la mâcher, d'abord avec hésitation, mais fut bientôt surpris de trouver le goût de la chair crue plutôt agréable. Il attaqua alors l'oiseau avec plus de conviction, tirant des bouchées plus grosses qu'il sciait avec ses incisives. Plus il en mangeait, plus il trouvait cela délicieux et se concentrait totalement sur ce repas inédit. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il se rendit compte de la clarté nouvelle qui régnait dans le tunnel. La mère blaireau était repartie sans qu'il s'en aperçoive. Il continua à manger. Après avoir terminé le morceau de poitrine, il s'attaqua à la cuisse. Soudain, il sursauta. Tout au fond du trou, sous lui, quelque chose de doux et humide venait de lui toucher le pied. Les yeux s'agrandirent de peur. Puis cela recommençait, mais cette fois il ressentit comme une caresse, toujours humide et velue, le blaireau. De toute évidence, elle était rentrée par un autre tunnel, se trouvait maintenant derrière lui et lui léchait les pieds. Il se mit à rire. « Arrête !» s'écria-t-il en secouant son pied. « Arrête, tu me chatouilles !» Mais la bête continuait, et Ben fut pris d'un fou rire incontrôlable. Il ne supportait pas qu'on le chatouille. Alors, plantant ses doigts et ses orteils dans la terre meuble, la carcasse de l'oiseau entre les dents se hissa à l'air libre. Le souvenir de Burton l'arrêta un instant à l'entrée. Aussi fit-il un tour d'horizon attentif avant de sortir complètement, sans toutefois se mettre debout. Il but à nouveau dans la vasque et s'assit en tailleur dans l'herbe, guettant la sortie de la mère blaireau. Mais elle ne se montrait pas, et au bout d'un moment, il se remit à manger la cuisse qu'il avait entamée. Quand il ne lui resta plus que l'os dans la main, il jeta un nouveau coup d'œil alentour et l'aperçut aussitôt accroupi dans l'herbe, à 2 ou 3 mètres de lui, qu'il le regardait manger. Elle avait dû passer par l'autre issue. Une fois encore, Ben tenta de briser un morceau de la poule sauvage pour le lui donner, mais les tendons résistaient et il n'y parvint pas. À l'intérieur de la carcasse, cependant, restaient collés les poumons, avec le cœur et le foie. Il arracha d'une main le tout qu'il tendit vers la bête.
Elle montra les dents un bref instant, comme si elle allait se mettre à gronder, puis resta là et le regarda. Quand il devint évident qu'elle ne viendrait pas lui manger dans la main, il haussa les épaules et lui jeta la poignée d'abat. Elle tendit le cou pour les flairer, puis, avec une délicatesse prudente, la tête légèrement penchée de côté, elle les souleva du bout des dents et les happa. « Dis donc, tu as faim toi aussi ?» dit Ben en souriant. « Je suis drôlement content que tu m'aies apporté cette poulette. J'avais une de ces faim. Tu en veux encore ?» Une troisième fois, il tenta d'en arracher un morceau et, n'y arrivant pas, il essaya avec ses dents, mais sans plus de succès. Il trouva un caillou plat, éclat de rocher à l'arête régulière, à moitié enterré sous l'herbe à ses pieds, et en le manœuvrant à deux mains, il finit par l'extraire du sol. Avec cet outil primitif, il se mit à scier l'autre patte de la poule en haut de la cuisse. Mais cela n'avançait guère. Alors il plaça la carcasse au bord de la vasque où, en la tenant d'une main, il entreprit de hacher l'articulation à grands coups de cailloux. Tout d'abord, ces gesticulations et le bruit des coups effrayèrent Dame Blaireau, qui manifesta quelque nervosité, mais, comme le garçon continuait à s'activer sans même lui accorder un regard, elle se remit à l'observer sans bouger. Petit à petit, la hache improvisée écrasait l'os et les tendons, et en quelques minutes, Ben sépara de la cuisse une masse de chair informe qu'il lança vers la bête. Au lieu de la dévorer, comme l'aurait fait un chien, elle la dégustait lentement, un peu comme un chat, à petites bouchées qu'elle mâchait avant d'avaler. Ben aussi continua à manger. Quand sa compagne eut terminé la carcasse, il se sentit repu, et il lui lança le reste de la deuxième cuisse. Il le regretta aussitôt, car en un peu il aurait sans doute encore faim. Tentait d'aller le lui reprendre, il se ravisa. Alors il se pencha sur la vasque et but de nouveau, puis il considéra l'entrée du terrier. Il ramassa le caillou plat, s'allongea sur le ventre et redescendit dans le trou en rampant, la tête la première cette fois. Utilisant le caillou comme une pioche, il entreprit d'élargir le tunnel, non près de l'entrée où son corps mince se frayait un passage sans effort, mais en dessous à une certaine profondeur. La terre qu'il piochait s'accumulait devant lui, et lorsqu'elle lui boucha le passage, il sortit à reculons, le caillou toujours dans une main, une poignée de terre humide dans l'autre. Sur le point de la jeter, il secoua la tête avec une grimace. À ce train-là, il lui faudrait la journée tout entière, rien que pour ramener à la surface ce qu'il venait de creuser en 5 minutes. Il chercha des yeux la mère Blaireau, mais elle avait encore disparu. Pour la première fois, il se sentit seul, sans elle, et lui en voulut presque de l'avoir laissée. Néanmoins, il se dit qu'elle finirait bien par revenir, et il reprit son problème de terrassement où il l'avait laissé. Il n'avait pas l'intention de creuser beaucoup plus profond. Ce qu'il voulait, c'était élargir en bas cette cavité assez spacieuse pour se retourner, où il pourrait se blottir sans attraper de crampes, et entrer et sortir la tête la première. Qu'il pût déjà y avoir une chambre semblable là-dessous ne lui vint pas à l'esprit. Il pensait que le terrier n'était qu'un long tunnel avec une issue à chaque bout. Restait le problème initial. Comment faire pour remonter à la surface la terre qu'il aurait dégagée ? Une idée lui vint, et il se mit à rire doucement de sa propre astuce. Il dénoua la lanière de cuir brut qui lui servait de ceinture et retira son pantalon. Puis il serra la taille et la ficela solidement, terminant par un triple nœud. Avec ce sac improvisé, il pourrait charrier des kilos de terre à chaque fois. Ah, mais il risquait d'en perdre par le trou au genou. Alors il tira une chaussette de la poche où il les avait rangées et l'attacha au-dessus de la déchirure. Puis il se remit à rire, très fier. Il avait tout prévu. Redescendu dans le tunnel, il poussa son pantalon devant lui à travers le tas de terre accumulé. Puis il entreprit de remplir la jambe qui restait ouverte. Ce récipient de fortune contenait en fait bien plus que Ben ne l'avait imaginé. Et il ramena à la surface non seulement ce qu'il avait déjà creusé, mais plus encore. Une fois en haut, il dispersa cette première charge à quelques pas du trou, mais s'accroupit soudain, les yeux au ras des herbes. Au loin, un cavalier se profilait, qui se dirigeait en faisant de larges zigzags vers le sud-ouest.
Bien qu'aucun chien ne semblât l'accompagner, Ben était sûr qu'il s'agissait encore de Burton. Il resta là à l'observer, prêt à plonger dans le terrier. Mais après avoir fait route vers lui brièvement, à 2 reprises, le cavalier, qui ne s'était jamais approché à moins de 500 mètres, disparut derrière une colline, loin dans le sud-ouest. Là-bas, à l'horizon, de gros nuages noirs s'élevaient à nouveau. Ben redescendit dans le tunnel et se remit au travail. Il avait à peu près atteint la profondeur où il avait l'intention de se ménager une niche plus large pour dormir à son aise, lorsqu'il se rendit compte que le tunnel ne descendait pas plus, mais continuait à l'horizontale. Il tendit le cou aussi loin que possible, les yeux grands ouverts dans le noir, et retint son souffle. Au lieu de l'obscurité totale à laquelle il s'attendait, il distinguait vaguement l'intérieur du boyau et, 2 à 3 mètres plus loin, une espèce de cavité à peine visible dans laquelle celui-ci débouchait. Ben abandonna sur-le-champ toute idée de creuser une niche et se remit au travail avec une énergie renouvelée pour atteindre cette ouverture qu'il entrevoyait. 5 fois, il revint à la surface pour vider son pantalon bourré de terre. Au lieu de simplement l'entasser là, il l'éparpillait en faisant tourner le pantalon autour de lui, comme une fronde. La 5e fois, il aperçut un autre cavalier, beaucoup plus près, assez près pour voir qu'il ne s'agissait pas de Burton, mais que ce n'était personne de sa connaissance. À 4 pattes dans l'herbe, il fila immédiatement vers le trou et replongea la tête la première. Il descendit jusqu'au niveau du coude dans le tunnel et resta là un moment, tapis en silence, une bonne demi-heure, sans entendre le moindre bruit à l'extérieur. De nouveau, il reprit sa progression, et son sac à moitié rempli seulement, il atteignit enfin la cavité. Poussant son pantalon en boule devant lui, il déboucha dans une sorte de pièce où, après avoir vidé la terre dans un coin, il s'aperçut qu'il pouvait tenir debout. Bien que la lumière distillée par les interstices entre les rochers du plafond n'ait guère ménagé qu'une vague lueur, il avait les yeux si habitués à l'obscurité du tunnel que l'intérieur de la chambre souterraine lui apparaissait très clairement. Elle avait la forme d'un grand cône, et il l'inspecta en détail. Les couches d'herbe desséchées et de mousse jaunie craquaient sous ses doigts, et il se pencha, le nez au ras du sol, pour jeter un coup d'œil dans l'obscurité impénétrable du long tunnel de secours, dont l'ouverture était si proche de celle par laquelle il était entré. C'est un mélange de soif et de curiosité qui, au bout d'un moment, le poussa à remonter au grand jour, la tête la première cette fois. Loin, très loin, plein sud, tremblait un point à l'horizon, un cavalier manifestement. À cette distance, il n'y avait aucun danger que l'homme le repère, et il épancha longuement sa soif dans la vasque naturelle dont le contenu avait considérablement diminué. Un sentiment aigu de solitude s'insinuait à nouveau en lui maintenant que rien n'occupait plus son attention, et il sentit soudain des larmes lui monter aux yeux. « Maman, dit-il à voix basse, mais distinctement, maman, où es-tu » Pour toute réponse, il entendit la brise qui se levait froisser les hautes herbes, et loin dans l'ouest, les premiers roulements assourdis du tonnerre. Ses jambes nues, exposées au vent, il eut un long frisson. Il avait de nouveau faim et regrettait d'avoir donné les restes de la poule sauvage à la mère blaireau. Il se dirigea vers l'endroit où elle avait mangé, mais il ne restait plus rien, pas même un os. Il se retrouva en train de pleurer à chaudes larmes, tout son corps menu, secoué de gros sanglots, debout, seul, minuscule entre l'immensité de la prairie et le ciel sans limite. Il alla s'asseoir à l'entrée du terrier et, entre 2 sanglots, il appelait sa mère. À plusieurs reprises, il prononça le nom de son grand frère, John, et une fois, d'une voix plaintive et soumise, il dit aussi « Papa ».